Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle classe inversée. Donc pendant les vacances, là, vous allez travailler sur un nouveau chapitre d'histoire qui s'intitule Le XVIe siècle, le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique. Donc deux empereurs de deux empires différents, nous allons en reparler. Avant ça, je voulais introduire avec vous cette thématique, ce nouveau chapitre, par une gravure que vous pouvez voir ici. Une gravure du dessinateur Théodore de Brie, qui date de 1594, donc on est sur la fin du XVIe siècle, et qui donc illustre l'arrivée de Christophe Colomb et sa rencontre avec les populations des Amériques. Donc déjà, le premier élément que nous pouvons dire en analysant un petit peu ensemble cette gravure, c'est la différence évidemment qui est mise en avant entre les conquérants liés à Christophe Colomb, ceux qui ont navigué avec Colomb, de par leur tenue. On voit qu'ils sont en armure, qu'ils sont aussi armés, avec des épées, avec des fusils. Tandis que les populations locales, les Indiens, sont représentés de façon beaucoup plus simple, avec soit nus, soit demi-nus, et donc dans une position plutôt inférieure. On voit qu'ils offrent des bijoux et de l'or aux conquérants, qui se représentent plutôt dans une position assez dominante, une position de domination. Ce que l'on peut aussi noter, ce sont les différents bateaux qui sont représentés, qu'on appelle des caravelles. On va y revenir ensemble quand on va travailler sur Christophe Colomb. Et un autre élément qui est très intéressant aussi sur cette gravure, on peut le voir ici, c'est que les conquérants qui ont accompagné Christophe Colomb semblent dresser en fait une croix chrétienne sur la terre ferme, donc la terre sur laquelle ils viennent d'accoster. Et donc on peut déjà voir plusieurs éléments qui vont être abordés durant ce cours. Tout d'abord, la question évidemment de la relation entre les Européens et les populations présentes en Amérique. Aussi les nouveaux produits, les nouveaux métaux précieux que les Européens vont découvrir avec cette ouverture sur le monde, cette conquête, donc notamment de l'or, de l'argent et d'autres produits dont nous allons reparler. Et aussi le rapport de force entre les deux. À savoir que si l'on pose une croix sur la terre récemment conquise, c'est bien qu'on va forcer en fait les populations à adopter notre culture et notre mode de vie. Et donc, rien qu'en une gravure, on peut déjà se poser beaucoup de questions sur ce qui se passe durant ce XVIe siècle. Donc le XVIe siècle, c'est un siècle extrêmement riche, un siècle de nombreuses découvertes, donc de découvertes de territoires, avec dès la fin du XVe siècle la découverte de l'Amérique par Colomb par exemple, mais aussi de nombreuses découvertes culturelles, scientifiques. C'est le moment où les différents royaumes européens comme l'Espagne, la France ou le Portugal vont développer de véritables empires coloniaux, avec des terres découvertes et conquises en Asie, en Amérique, en Afrique. C'est le moment vraiment où, en fait, si vous voulez, il y a un basculement du monde. Jusqu'ici, le monde antique, le Moyen-Âge, était plutôt tourné vers la mer Méditerranée, qui était une mer extrêmement importante dès l'Antiquité. Dorénavant, il y a un basculement du monde, on va de plus en plus se tourner vers l'océan Atlantique et les terres qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique, en fait, si vous voulez. Donc d'un point de vue géographique, vraiment, le XVIe siècle, c'est un moment où on s'ouvre à autrui, on s'ouvre à d'autres terres, des terres qu'on va conquérir, notamment par la force, évidemment, on va y revenir, et la question des relations justement entre ces Européens et ces nouvelles populations. Donc la problématique de ce cours, vous l'avez ici. Comment les Européens s'ouvrent-ils au monde au XVIe siècle? Pour cela, nous allons voir trois différents points. Tout d'abord que le XVIe siècle est en effet une ouverture sur le monde avec différents voyages, différentes navigations. Que ce XVIe siècle est marqué par la construction de vastes empires de part et d'autre des mers, des empires qui vont être évidemment rivaux, qui vont être en concurrence. Et enfin se questionner sur l'idée que l'on a affaire à une première mondialisation avec les nombreux échanges commerciaux qui vont se mettre en place entre l'Europe et les différents territoires qui ont été conquis. Donc voilà un peu la trame que nous allons suivre durant ces différentes vidéos. Cette trame, vous l'avez évidemment, je vous ai donné le cours avant les vacances. Donc tout d'abord, dans une première partie, le XVIe siècle, une ouverture sur le monde.
Donc pour travailler sur ça, nous allons commencer par travailler sur une carte. Une carte dont vous voyez le titre, Les Européens et l'ouverture sur le monde au XVIe siècle, avec différents voyages qui sont mis en avant. Donc déjà, ce que nous renseigne la légende, c'est la connaissance du monde qui s'affirme à cette époque. Si on regarde bien, vers 1400, donc au début du XVe siècle, les terres qui étaient globalement connues par les Européens, c'était l'Europe, une partie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et une partie de l'Asie par le voyage de Marco Polo. Une partie de l'Asie. Si on regarde les terres qui sont en beige sur la carte, ce sont les terres qui sont connues des Européens vers 1550, donc on est à la moitié du XVIe siècle. Et là, on voit bien qu'en effet, il y a une ouverture très importante à d'autres endroits du monde, les Amériques, Amérique du Nord, Amérique centrale avec la conquête du Mexique notamment, l'Amérique du Sud. Aussi, la plupart des littoraux des côtes africaines, on peut voir tout le long de l'Afrique, mais aussi une partie des Indes et de l'Asie. Alors, qui va commander ces voyages? On peut voir qu'il y a différents royaumes et différents pays, différentes nations qui vont jouer un rôle dans cette colonisation. En premier lieu, les Espagnols, avec donc les voyages qui sont représentés en rose ou en rouge sur la carte, avec ces flèches, ces figurés donc linéaires. Vous avez évidemment le voyage de Christophe Colomb, en 1492, c'est marqué ici. Christophe Colomb, c'est le premier voyage qu'il va effectuer. Et donc il va s'arrêter dans les Caraïbes. Vous avez aussi le tour du monde effectué par le Portugais Magellan, qui travaille pour le compte des Espagnols, qui part de Séville, au sud de l'Espagne, qui traverse une partie de l'océan Atlantique, qui passe un détroit ici, qu'on va surnommer d'ailleurs le détroit de Magellan, pour gagner le Pacifique, et qui donc va continuer jusqu'à revenir par le cap de Bonne-Espérance, qui se trouve au sud de l'Afrique, et revenir à Séville. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Magellan va mourir durant ce voyage. En 1521, il va être tué par des populations locales sur une île des Philippines, au milieu de l'Asie. Et c'est un de ses fidèles navigateurs qui va prendre la suite et terminer son voyage. On trouve aussi les Français par l'intermédiaire de Jacques Cartier, qui vont découvrir notamment une partie du Canada, et notamment fonder la ville de Montréal. Les Portugais qui vont, eux, beaucoup plus se centrer sur les côtes africaines et certaines villes asiatiques. Et les Anglais aussi qui vont venir, comme c'est le trait en bleu, qui vont aussi venir en Amérique du Nord. Donc on peut voir que les voyages s'effectuent vers les Amériques, les côtes africaines, le Pacifique, et qu'ils vont rencontrer différentes populations évidemment, qui existent déjà sur place, comme les Aztèques qui se trouvent au Mexique, les Mayas qui se trouvent aussi au Mexique, ou les Incas qui se trouvent dans les actuels pays du Pérou et du Chili. Donc de nombreuses populations qui vont être mises en contact avec les Européens par ces voyages, et cette ouverture des Européens vers l'extérieur. Donc je voulais en profiter pour parler un peu plus de Christophe Colomb, qui est un des cas emblématiques de ces grands voyageurs, ces grands navigateurs européens. Donc Christophe Colomb, comme vous pouvez le voir, il est né en 1450, au milieu du XVe siècle, et il meurt au tout début du XVIe, en 1506. Alors son histoire, son parcours, c'est un navigateur qui est italien, il est originaire de la ville de Gênes, en Italie. C'est le fils d'un marchand de vin. Très tôt, il va recevoir donc une bonne éducation qui sera plutôt tournée vers le commerce et la navigation. Et donc ensuite, il va se mettre au service des rois espagnols, des rois catholiques espagnols, pour mener différentes expéditions. L'objectif principal de ces expéditions, c'est de trouver une route vers les Indes, mais qui passerait par l'ouest et non pas par l'est. Parce que la route vers les Indes et vers l'Asie par l'est a déjà été effectuée par Marco Polo. Comme vous pouvez le voir ici, son premier voyage s'effectue donc en 1492. Il va débarquer sur plusieurs îles, qui vont être notamment une île qui va être renommée Hispaniola, qu'on appelle désormais Cuba, une île à côté qui s'appelle Haïti, et il va revenir en Espagne. Évidemment un retour triomphal, vu qu'il a découvert de nouvelles terres. L'année d'après, il repart faire un voyage, il va découvrir d'autres îles des Caraïbes, comme la Guadeloupe ou Porto Rico.
Et en 1498, il va effectuer un troisième voyage. Cette fois-ci, il va vraiment accoster, toucher le littoral, les côtes américaines. Jusqu'ici, il s'était surtout arrêté sur des îles des Caraïbes, des îles proches du littoral américain, mais qui sont quand même dans l'océan. Et donc, Christophe Colomb, lui, est persuadé d'avoir découvert une nouvelle route vers les Indes, alors que non, il a découvert l'Amérique, comme vous le savez sûrement, avec cette date qui est souvent retenue, 1492. C'est une date qui est importante parce que dans l'imaginaire en fait des historiens et dans les programmes, même les programmes scolaires si vous voulez, c'est une date qui est souvent choisie comme un moment de bascule entre le Moyen-Âge et la période de la Renaissance. Donc 1492, une date très importante. La fin du XVe siècle. Tous ces voyages n'auraient pas été possibles sans des avancées, évidemment. Des avancées en termes techniques, notamment. Donc, j'ai choisi 2 éléments pour vous montrer un peu ces nouvelles avancées techniques. La boussole, qui est un instrument de navigation qui permet de maintenir un cap, par exemple d'aller vers le nord ou vers l'ouest si c'est ce que l'on désire, donc de maintenir un cap, très important pour pouvoir effectuer des voyages et retourner dans des lieux que l'on a déjà découverts, comme c'était le cas pour Christophe Colomb. Et bien sûr la caravelle, qui est vraiment le bateau emblématique des voyages de Christophe Colomb. Il y a plusieurs éléments qu'on peut trouver intéressants sur la caravelle déjà. C'est une coque qui est quand même assez peu profonde, qui va assez peu en profondeur sous l'eau. L'avantage de cela, c'est que ça permet de se rapprocher le plus possible des côtes et de pouvoir accoster très proche, alors que dans d'autres cas, les gros bateaux doivent rester quand même au large, à l'horizon, et ensuite débarquer grâce à des petits canaux, si vous voulez. Ce qui est intéressant aussi, c'est la grande voile principale qui permet vraiment de capter le vent et de gagner de la vitesse. Et aussi un gouvernail qui est extrêmement imposant à l'arrière et qui permet de maintenir le cap. Et donc c'est tous ces éléments qui font que la caravelle devient vraiment un élément extrêmement important de ces nouveaux voyages. Un bateau vraiment efficace pour les nouvelles découvertes, si vous voulez. Donc ce que l'on peut résumer, c'est que au XVIe siècle, tous les grands royaumes d'Europe, espagnols, français, portugais, anglais, se lancent à la découverte du monde et donc vont découvrir de nouveaux territoires en Amérique, en Afrique, mais aussi en Asie. Que ces découvertes ont parfois pris du temps, il a fallu plusieurs voyages, comme ça a été le cas, comme je vous l'ai dit, avec Christophe Colomb, et que ces découvertes sont aussi le résultat d'avancées et de prouesses technologiques avec de nouveaux bateaux, de nouveaux outils qui permettent de gagner en efficacité et en rapidité. Donc voilà ce que l'on peut dire déjà sur le XVIe siècle et son ouverture sur le monde, où on va vraiment quitter la mer Méditerranée pour s'ouvrir à d'autres mers et d'autres océans. Lors de la prochaine vidéo, nous parlerons cette fois-ci des empires qui se construisent à cette époque et qui sont évidemment rivaux. Merci de m'avoir écouté.